Cette émission a été rendue possible grâce à la participation du restaurant La Belle et la Bœuf, situé à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, je reçois un conférencier en motivation, un consultant en bien-être, un ancien olympien et le propriétaire de l'Académie des sports. Je vous présente Ahmed. Allô, Médo? Allô? Je suis vraiment contente de te recevoir parce que tu es vraiment quelqu'un qui m'inspire par ton calme, ton état d'esprit, puis par ton parcours. Toi, pour toi, comment je te vois en fait, c'est que tu crois que chaque personne a vraiment le pouvoir de créer son avenir. Tout à fait. Puis je trouve ça vraiment inspirant. Est-ce que tu peux me parler, tu viens de la Côte d'Ivoire? Oui, je suis né en Côte d'Ivoire, oui. Et à 17 ans, tu es allé en France. Est-ce que tu peux me parler de pourquoi? Écoute, moi je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je suis né en Côte d'Ivoire. Et à l'âge de 13-14 ans, j'avais un rêve, c'était de quitter la Côte d'Ivoire pour aller m'installer en France. Mais il y avait un gros problème, c'est que mes parents n'avaient pas les moyens de me faire partir en Europe. Alors à cette époque-là, j'ai pratiqué le karaté. Mais j'avais toujours dans l'esprit cette histoire de partir dans ce pays de rêve qui était la France. Et puis, malheureusement, j'ai eu un accident de voiture avec des amis en allant faire une compétition de karaté. Et puis, j'ai perdu 2 amis dans cet accident-là. Et puis, j'étais paralysé au niveau des jambes. Donc, pour moi, le rêve a commencé à s'envoler. Et après plusieurs éducations, je suis reparti à l'école. Et là, à grande surprise, il y avait le professeur d'éducation physique nous mettait en place pour faire de la course, en fait. Et on courait de 80 mètres. Et moi, j'ai couru mon premier 80 mètres. Et le professeur d'éducation physique m'a dit « Waouh, tu as du talent, toi. Tu devrais venir t'entraîner au stade parce que si tu gagnes des compétitions, tu peux avoir une bourse pour aller en France. » Et là, tout d'un coup, j'avais les yeux qui se sont ouverts. Je me dis « Ouais, finalement, le rêve de France n'a pas disparu. » Alors, je suis allé au stade, je me suis entraîné. Et j'ai gagné le championnat national de mon pays. Et j'ai obtenu une bourse de la coopération française pour aller en France. C'est là que j'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 17 ans pour aller en France pour une carrière sportive de très, très, très haut niveau. Puis après ça, ta carrière, elle a pas cessé là. Tu as même gagné des médailles olympiques? Non, j'ai pas gagné de médaille olympique. J'étais champion du monde du relais. Pour moi, c'est tout c'est ça. aussi... Bien sûr. Et ensuite, ça m'a amené à participer à 3 Jeux olympiques. Donc, mes premiers Jeux olympiques, j'ai participé en 96 à Atlanta. Mes deuxièmes que j'ai participé à Sydney, en Australie, en 2000. Oui. Et mon dernier Jeux olympiques, c'était en 2004 à Athènes. Donc, mon parcours a été un parcours très spécial, mais avec beaucoup de volonté, mais qui m'a amené à avoir une carrière assez intéressante. Donc, je suis très, très fier de ça en ce moment. Mais il a fallu... C'était quoi pour toi, tu crois, ta plus grande qualité pour passer à... Parce qu'il a fallu vraiment que tu persévères, que tu crois. C'est quoi ta plus grande qualité? C'est la volonté d'aller de l'avant, toujours. Moi, je viens d'un pays africain. Donc, quand on quitte un pays africain, quand on part en Europe, il faut travailler 2 fois plus que les autres pour être reconnu. Et ça, c'était ça. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui est passionné de la vie, en général. Je suis passionné de la vie et j'ai envie de vivre pleinement. Et puis aussi, réussir ce que je fais. Donc, réussir ce que je fais, pas forcément pour moi, mais aussi pour les autres. Donc, c'est une qualité assez forte, intérieurement, que j'ai cultivée pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc, que ce soit les Jeux olympiques, que ce soit les championnats du monde, que ce soit des difficultés que j'ai traversées dans ma vie, j'ai toujours dit à l'intérieur de moi-même que tout était possible. Donc, il fallait simplement y réfléchir, y penser et puis se mettre en action pour pouvoir l'obtenir. Puis, il y a un moment donné aussi, parce que moi, j'ai lu ton livre, L'auto-observation. Oui. Puis, on va y revenir parce que pour moi, c'était comme une bible. Là. J'aimais beaucoup ça, le livre. Puis, quand que j'étais un peu consternée que je sais pas trop où m'enligner, tout ça, j'aime ça y revenir. Quand tu étais en France, était un moment donné où est-ce que tu étais supposé de retourner dans ton pays? Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu là, de... Oui. Moi, comme je le disais tout à l'heure, mon rêve, c'était d'aller m'installer en France. Et j'avais réussi ce rêve d'aller m'installer en France. Mais à un certain moment, après les Jeux olympiques à Atlanta, la Fédération internationale d'athlétisme avait un nouveau président. Okay. Et c'était un Africain. Il venait du Sénégal. Donc, lui, il avait décidé de mettre en place
une structure d'accueil pour tous les athlètes africains, mais en Afrique. Donc, nous avait demandé, nous qui étions déjà en France, de réintégrer le centre à Dakar. Donc, de retourner en Afrique. Et en ce moment-là, moi, j'ai décidé, donc je lui avais envoyé un email là, pour lui dire que je ne pouvais pas retourner dans mon pays, ni à Dakar, dans la mesure où je faisais mes études, et puis je pratiquais mon sport, j'avais un entraîneur. J'étais déjà dans un élément qui était très, très organisé. Et en ce moment, il a décidé de m'enlever ma bourse. Et quand il m'a enlevé la bourse, donc finalement, pas d'argent. Donc pas d'argent, d'entrée d'argent. Donc c'est sûr et certain que quand il n'y a pas d'entrée d'argent, pas de compte en banque. Pas de compte en banque, j'ai pas aussi non plus le titre de séjour pour rester en France. Donc ça a été quand même un élément déclencheur de la grande faillite, on va dire comme ça, la grande faillite. Donc ça m'a mené à me retrouver sans rien, après avoir passé les premiers Jeux Olympiques, à me retrouver sans rien, sans argent. Puis je me rappelle toujours, lorsque je suis allé en ville une fois pour pouvoir retirer de l'argent avec ma carte, que la banque, le guichet la machine avait récupéré ma carte parce qu'il n'y avait plus de sous dans la carte. J'ai vu le ciel maintenant me tomber sur la tête, c'était incroyable. Je me rappellerai aussi toujours, lorsque j'avais pas d'argent et puis j'ai ouvert mon frigo, puis j'avais qu'un seul œuf dans le frigo, j'essayais de faire une omelette, c'est tombé. C'est des anecdotes comme ça qui m'étaient arrivées. Mais ce qui s'est passé après, c'est que j'ai un ami qui avait une compagnie de sécurité. Oui. Et c'est là que lui, il a décidé de m'engager en tant que gardien de sécurité, après les Jeux Olympiques. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que, comme la vie s'est fait des choses où on se retrouve dans des situations, on se dit, non, c'est vrai qu'il m'arrive des choses difficiles. Oui, c'est vrai que le monde me tombe sur la tête, mais il y a encore la possibilité de rebondir. Et comme par magie, en travaillant pendant ma pause, j'ai ouvert, je lisais un journal qui s'appelle L'Équipe. J'ai ouvert ce journal-là. Et dans le journal, c'était marqué la nouvelle ministre des Sports, qui était Marie-Georges Buffet à l'époque. Et juste en bas, c'était écrit Monsieur Jean-Paul Poxebut, qui était le conseiller de la ministre. Et ce monsieur-là, je le connaissais. OK. Et j'ai vu qu'il était nommé conseiller des ministres. Donc après, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé au ministère. Je lui ai expliqué ma situation. Il m'a dit, c'est pas possible. En tant que grand athlète, tu peux pas te retrouver dans cette situation-là. Et j'avais déjà instruit mon dossier à la préfecture pour avoir ma citoyenneté française, mais ça m'a été refusé. Mais j'avais mon numéro de dossier que j'ai remis à ce monsieur-là. Wow. Et en l'espace de 2 mois, j'ai pu obtenir la citoyenneté française grâce à ce monsieur-là. Donc pour te dire que, quelle que soit la situation, il y a toujours espoir. Et puis, ça ne vient pas de l'extérieur, comme je l'explique dans mon livre. Rien ne vient de l'extérieur. Tout vient déjà de l'intérieur, de la capacité à rebondir, de la façon qu'on réfléchit, la façon qu'on voit les choses intérieurement. Si tu vois les choses dans la négativité, il est sûr et certain que ça va arriver. Ça va arriver. Et quand c'est dans la positivité, ça va arriver. Donc moi, j'ai eu cette force-là de pouvoir cultiver ça tout le temps, à chaque fois que je me retrouve dans des situations difficiles, me dire, c'est pas vrai, c'est pas moi. Et les choses vont arriver, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais les choses vont arriver. Tout ça avec le mental, c'est tout le mental. Est-ce que tu as eu un peu de rancœur envers cet homme-là qui voulait te retourner dans ton pays? Tu dis, pourtant, il a une nationalité, il devrait comprendre. C'était pas facile non plus en Côte d'Ivoire, on veut pas les conditions de vie. Oui, au début, oui. Okay. Mais après, non. Avec beaucoup plus de recul, non. Sur le coup, nous sommes tous des êtres humains, on a des émotions, on t'annonce une nouvelle qui fait pas ton affaire, comme on dit. Oui. On réagit. Mais avec plus de recul, je me suis dit, ce monsieur-là, il avait peut-être quelque chose d'autre derrière la tête. Il s'est dit, en tant que président d'une fédération internationale, en tant qu'Africain, il voulait apporter quand même à son continent quelque chose de positif aussi. OK. En tournant là-bas. Mais il n'a pas pris conscience aussi que nous sommes des individus, on est des individus aussi, on vit notre vie aussi. Donc moi, moi dans mon esprit, je vais pas préconiser le sport, j'ai préconisé ma vie en vrai. OK. Puis ta vie, c'est avec le sport que tu es arrivé à obtenir. C'est ça, justement. Donc il y a un passé derrière tout ça. Donc derrière ce passé-là, ça il n'a pas compris ça. Mais à long terme, j'ai compris ce qu'il voulait faire.
mais c'est moi qui ai choisi ma vie. C'est moi qui ai décidé, qui ai pris la décision de rester. Et aujourd'hui, cette décision, elle est positive. Ça me permet d'être là aujourd'hui, en face de toi. Oui. Donc, je pense que c'est une décision que chacun doit prendre. Il y a toujours une décision à prendre par rapport à ce que les gens vont te dire autour, mais il y a toujours une décision à prendre. Et il faut la prendre de la bonne façon. Puis tu t'es emmené ici au Québec, en fait, dans Vaudreuil-Soulanges. Tu t'es emmené en quelle année? C'était, en fait, moi, je suis venu au Canada, c'était en 2001 pour les Jeux de la francophonie. Et ensuite, j'allais au championnat du monde à Edmonton. Et quand je suis arrivé à Ottawa pour les Jeux de la francophonie à Hull, j'ai rencontré mon épouse. OK. Donc, j'ai rencontré au marché Bide. Et c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à la fréquenter. Ensuite, je suis reparti en France. Donc, elle m'a rejoint en France. Donc, on a vécu pendant 3 ans. Et puis, ensuite, elle a décidé de vouloir revenir au pays. Et puis, moi, j'ai décidé de la suivre. Donc, je suis venu m'installer ici en 2006. Mais avant 2006, je faisais des allers-retours entre la France et puis le Canada pour voir exactement est-ce que c'était un pays qui me plaisait, oui. Est-ce qu'il faisait bon vivre pour y rester. Et puis après, on a pris la décision de venir s'installer ici. Puis créer la famille ici. Créer la famille ici, tout à fait. Tu as écrit, dans le fond, après ça, tu as eu aussi, t'es innovateur. Tu as créé les mini-stades. Oh. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton entreprise, quelle année que tu avais parti les mini-stades? Puis ça aussi, il a fallu vraiment que tu crois en toi parce que tu as eu d'autres embûches. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui. Quand je suis arrivé au Canada, bien avant d'arriver ici, moi, je travaillais pour une compagnie en France, s'appelait Gaz de France. Donc, moi, j'étais ingénieur commercial. Et quand je suis arrivé au Canada, j'ai eu du mal à trouver du travail dans mon domaine. Et puis, j'ai travaillé pour plusieurs compagnies, mais je ne m'y retrouvais pas. Et là, je me suis dit, pourquoi pas ne pas créer une entreprise pour moi et puis partager un peu mon expérience aux autres. Oui. Donc, j'ai créé Académie des sports où j'ai fait venir de la France un mini-stade d'athlétisme. Mais pour faire venir le mini-stade, j'avais besoin de sous, d'argent. Oui. Donc, j'avais $0 dans la poche pour pouvoir avoir un équipement qui coûtait 30 000 pièces. Je suis allé voir ma banque pour essayer d'avoir un prêt. Ils m'ont dit, non, c'était pas possible. Il fallait que j'hypothéquais ma maison, tout. Bon, puis finalement, ça s'est pas fait. Et puis, je croyais à mon affaire. Pendant que je travaillais dans une compagnie, je préparais déjà ma sortie sur mon plan de business au départ. Et puis, j'ai parlé un peu de mon affaire, un peu à certaines personnes autour de moi. Et c'est là qu'il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Mario Berniquet, qui m'a dit, je crois à ton produit, mais je vais te présenter à quelqu'un qui pourra sans doute t'aider. Et c'était monsieur François Castonguay de la firme Uniprix. Oui. Que je suis allé rencontrer. Donc, il m'avait donné 15 minutes pour présenter mon projet. Oh. Et pour récupérer 30 000 pièces. Et puis, quand je suis arrivé à la rencontre, je me rappelle toujours, il y avait une grande table avec le président, le vice-président marketing, communication, ils étaient tous là. Il m'a dit, je vous donne 15 minutes parce qu'on a une réunion après. Et on est resté 2 heures. Wow! On est resté 2 heures, dont j'ai expliqué un peu mon projet et puis finalement, il a signé pour un montant de 100 000 pièces. Puis donc j'ai démarré. Pour un 30 000 pièces. Moi, je parlais pour un 30 000 pièces, il a signé pour un 100 000 pièces. Wow! Et ensuite, j'ai fait venir l'équipement de la France par bateau, ça revient à Montréal. Et le mini-stade, c'était un stade miniature pour les enfants dans les écoles pour pratiquer l'athlétisme. Oui. Donc, ça m'a permis de sillonner toutes les écoles dans la région. Les événements aussi. Les événements aussi. Et puis aussi former les professeurs d'éducation physique sur l'athlétisme. Donc, ça a été une période, une expérience très enrichissante avec le mini-stade. Oui. Puis c'était une première. C'était une première, oui. C'était une première au Canada pour moi aussi, là, d'entreprendre quelque chose au Canada. Donc, c'était quelque chose de gros, là. Oui, puis c'était quelque chose de nouveau, en plus. Quelque chose de nouveau, c'était innovateur. Personne ne le faisait. C'était tout nouveau au Canada. J'étais le seul qui avait mis en place, donc ce qui faisait que les écoles embarquaient là-dedans, la commission scolaire aussi embarquait là-dedans. Donc, c'était quelque chose de magnifique. Hein, c'est quoi qui fait que... Puis on va parler de tes réalisations, parce que tu es quelqu'un qui aime ça, créer plein de choses. Mais c'est quoi qui fait que tu as de la réussite autant, que tu es capable de réaliser tes rêves? Moi, j'y crois toujours aux choses que je fais. C'est-à-dire que je ne me mets pas à créer pour créer, en fait. OK. Hein. Moi, je crois, quand je crée quelque chose, c'est parce que j'y crois. Et puis, ce qui est important dans la création, c'est que je ne pense pas qu'à moi. C'est intéressant. Il faut penser aux autres avant.
Donc, il faut apporter quelque chose aux autres. Donc, lorsque je mets un projet en place qui va apporter aux autres, ça réussit tout le temps. Mais quand je mets un projet en place qui se retrouve que autour de moi, ça ne marche pas. Donc, j'évite ça. Moi, j'ai toujours été dans l'amour d'autrui. Hein. Toujours, quand je rencontre les gens, je regarde au-delà de la personnalité de la personne. C'est ça qui est important. Donc, quand je crée quelque chose, je me dis, est-ce que ça va aider des gens? Et puis, quand je le mets en place, ça aide. Le mini-stade, ça a aidé beaucoup d'enfants, ça a aidé des professeurs d'éducation physique. Et c'est ça qui est important. Donc, à chaque fois que je mets quelque chose en place, pour revenir à ta question, c'est de dire, je me pose la question, est-ce que je pourrais aider autrui? Et si je peux aider autrui, alors je me mets à 130% là-dedans. Et ça réussit toujours. Toujours en regardant vers l'avant. Toujours en regardant vers l'avant. Et puis, il y a des gens, tu vas leur expliquer ton projet, ils vont te démolir. Ils vont te dire, ah non, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Tout. Donc, moi, j'ai une carapace. Hein, je me dis, et puis mes projets, je l'explique toujours aux gens qui vont m'amener vers le haut. Pas les gens qui vont me descendre. Donc, je fais très attention. Donc, quand j'ai un projet, c'est déjà dans la tête. Je le mets sur papier, puis j'en parle déjà à mon épouse. Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Puis souvent, il y a des projets, même elle m'a dit, ah, fais attention, tout, mais j'y vais quand même, puis ça marche. Puis il y a des projets, elle m'a dit aussi, ah, fais attention, j'y vais un peu, puis souvent, je fais super en recul. T'avais raison. Donc, elle m'a conseillé un peu, mais j'ai toujours pensé aux autres avant. Toujours pensé aux autres. Et puis, la plupart des produits, des projets qui réussissent beaucoup, c'est des projets, lorsqu'on pense aux autres, que ça amène une valeur ajoutée. Ça, c'est important. Ça fonctionne Ça fonctionne bien. toujours. Il y a aussi, tu as mis beaucoup d'apports dans la communauté de Vaudreuil-Soulanges, par tes projets, ton innovation, tout ça. Tu as créé aussi, je me rappelle plus du nom, mais c'était avec Alain Belleville dans le temps. Le CAL, 10 000 pas pour la vie. 10 000 pas pour la vie. Est-ce que tu pourrais m'en parler du projet? Parce que ça, c'est vraiment senti de Vaudreuil-Soulanges aussi. Ce projet-là était un projet intéressant dans la mesure où on savait que l'activité physique, c'est très important pour tous. Et tout le monde n'est pas amené à faire un marathon, tout n'est pas amené à courir un 10 km, un 15 km. Mais les études scientifiques ont démontré que juste marcher, 30 minutes, une marche de 30 minutes une fois par jour, ça fait du bien aux gens. Donc ce concept-là, c'était simplement inciter les gens à faire de la marche. Et on dit souvent, c'est 10 000 pas par jour. Lorsqu'on fait 10 000 pas par jour, on se sent en très bonne forme. Donc, nous, on a dit le projet 10 000 pas par jour. 10 000 pas pour la vie. Donc, en faisant 10 000 pas par jour, donc tu fais 10 000 pas pour ta vie. Donc, on était parti dans ce principe-là. Et on a fait beaucoup de promotions là-dessus. On a mis en place des projets avec la MRC. On a mis en place ce projet avec quelques municipalités dans la région. Et ce projet-là était intéressant. C'est très intéressant. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a plus le soutien financier. Donc, ce projet a coulé, malheureusement. Mais il y a eu quand même il y a eu de la formation, tout ça. Oui, bien sûr. Il y a des choses qui ont avancé avec ce projet-là. Est-ce que tu dirais que la plupart de tes projets, tu as écrit aussi ton livre qui est en vente sur Amazon, l'auto-observation. Tous les projets, est-ce que c'est vraiment relié à la santé, moi, je pourrais dire, autant la santé physique que mentale. Tu as aussi parti ton entreprise pour aider à conseiller les gens, que ça soit une personne qui est un peu malheureuse ou qui trouve pas le sens à sa vie, autant qu'un entrepreneur. Est-ce que tu pourrais me parler du nom de ton entreprise puis de ta mission d'entreprise? Le nom de l'entreprise, c'est toujours Académie des sports. Comme je l'avais mentionné, moi, je pense toujours aux autres et puis je suis soucieux des autres. Donc, un monde meilleur, c'est des gens qui sont en bonne forme physique et aussi en santé mentale. Donc, aujourd'hui, le monde va très vite, évolue très vite. Il y a un changement qui s'opère à chaque jour, à chaque mois, à chaque année. Donc, les gens se perdent aujourd'hui. Donc, moi, ce que je voulais faire avec mon expérience dans le sport, parce que ce que j'ai vécu dans le sport, j'ai aussi vécu des émotions fortes dans le sport. Hein. Donc, j'essaie d'amener quelque chose aux autres. Comment, admettons, pallier à des problèmes au niveau mental, comment motiver les gens à aller de l'avant. Parce que j'ai rencontré des gens qui ont beaucoup de potentiel, mais malheureusement, qui se laissent mourir. Qui se laissent mourir. Et j'aime pas voir ça. Et puis, moi, j'ai rencontré des gens, par exemple, qui ont eu des tentatives de suicide. J'ai rencontré des gens qui ont des grosses dépressions. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, mais je peux apporter mon expérience. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un peu ce volet-là de coaching, de mentorat un peu, de conseils,
Et puis moi, ça me fait du bien de voir ça, de pouvoir prendre quelqu'un qui a du potentiel et le ramener à un certain niveau pour pouvoir réussir. Oui. Je prends un exemple simple. Il y a une jeune, par exemple, là, qui a fait une tentative de suicide. Et puis sa mère faisait de la méditation avec moi. Sa mère m'a dit, est-ce que tu pourrais aller voir mon fils? Tout. Ben, moi, j'ai rencontré son fils, on a jasé. Mais j'ai rien fait d'autre que de jaser avec lui. J'ai rien fait d'autre que de jaser avec lui, lui apporter le côté positif de la vie. Et puis aujourd'hui, ce jeune-là a repris ses études à l'hôtel d'hôtellerie, il fait des voyages dans le monde entier, il m'écrit. Et quand je vois ça, je trouve ça formidable. Ça me donne encore envie d'aller vers les autres. Donc, ma job aujourd'hui, il y a eu le ministère, donc le côté physique, tout ça, mais je me suis beaucoup plus concentré sur le côté mental. Mental. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui change. Oui. Et plus le monde change dans une rapidité tellement affolante, les gens ne peuvent plus suivre. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que tout va bien, tout est beau, tout le monde peut être riche, tout le monde peut être dans la joie. C'est pas vrai. Et ça, c'est aujourd'hui ce marketing un peu digital aujourd'hui qui nous dit que tout est possible, tout est bon. Oui, tout est possible, tout est bon, mais tout dépend de l'individu lui-même. Ce sont les outils qu'il a pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ces outils-là que j'apporte aux gens. Qu'est-ce que tu... pour toi, la valeur la plus importante que tu aimerais inculquer? Parce que de mémoire, tu as 2 filles. 3 filles. 3 filles, c'est vrai, tu en as une plus jeune aussi. 3 filles. Ça serait quoi que tu aimerais leur inculquer comme valeur? L'amour. L'amour. L'amour, c'est la base de tout. Parce qu'aujourd'hui, on le voit avec les situations actuelles et tout ce qui se passe, de racisme, de discrimination, tout ça. Tout, c'est une question d'amour. Donc, c'est une question d'éducation au départ. Donc, quand on a l'amour, quand on cultive l'amour en soi, on voit les gens autrement. Oui. C'est parfait. Donc, si je rencontre quelqu'un dans la rue, que ce soit un sans-abri, que ce soit un médecin, que ce soit un plombier, que ce soit quelqu'un qui est séparé, peu importe, mais il faut voir au-delà de tout ça, c'est l'amour. C'est une entité vivante là, qui est là en face de toi. Je te regarde, c'est une entité vivante. Donc, si je te regarde avec un air un peu malsain, je change toute la donne. Oui. Donc, le rapport d'énergie qu'on aura ne sera pas la même. Donc, moi, je pense que c'est l'amour qu'il faut inculquer aux gens, aux jeunes. L'amour, l'amour, l'amour et encore l'amour. Et en ce moment-là, si les gens sont dans l'amour, le monde se porterait bien. Est-ce que tu crois que c'est un peu parce que tu as ce côté-là de voir, tu sais, la vie, à quelque part, c'est un peu une question de perception, je pense. Puis toi, tu vois vraiment bien la vie. Puis peu importe la situation qui peut être difficile, tu as toujours une façon de la rendre heureuse. Est-ce que tu penses que c'est ça qui te fait passer à travers toutes tes épreuves? Parce qu'on a parlé du sport qui t'a amené en Europe, qui a fait réaliser tes rêves. Mais ça n'a pas toujours été facile. Là. Non, mais non. Souffert. Oui. Mais écoute, la vie, c'est un apprentissage. Hein. On apprend toujours dans la vie. Et puis c'est pour ça que ça existe, la vie aussi. La vie, on est là pour s'exprimer. On est là pour s'exprimer. Pour moi, la vie, c'est un processus. Oui. Okay? On arrive et à un moment donné, on part. Et au milieu, il y a un écart. Là. Au milieu, c'est le gap. Là, c'est là qu'il faut s'exprimer. Oui. Et dans cette expression-là, il va y avoir des hauts et des bas. Et s'il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas d'évolution. Oui. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, quand je suis dans une phase de détresse, tout d'un coup, ça m'allume tout de suite. Je me dis, OK, je suis dans une phase de détresse, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Il faut que je trouve une solution ou peut-être il faut que je m'ajuste. Donc, je ne me laisse pas mourir, comme on va le dire. Donc, moi, je pense que la vie, c'est une opportunité. OK. C'est une opportunité. Parce qu'au moment où je te parle, à Saint-Justine, il y a des enfants qui partent. Oui. Au moment où je te parle, dans un hôpital, il y a quelqu'un qui part. Donc, pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité où il faut s'exprimer grandement. Quel que soit ce qu'on a, que ce soit un problème financier, que ce soit un problème relationnel, que ce soit un problème de maladie ou autre, si on n'a pas une vision positive, donc alors on reste toujours en arrière. Donc je me suis beaucoup entraîné là-dessus. Hein. C'est aussi c'est l'entraînement mental. C'est un entraînement mental. Donc quand je rencontre des gens, c'est pas parce que les gens sont pas intelligents. Les gens sont super intelligents. Je peux rencontrer quelqu'un qui est CEO dans une entreprise, je peux rencontrer quelqu'un qui est banquier, mais qui se retrouve dans une situation où il ne peut même plus se relever. Oui. Okay? Donc la situation, en ce moment-là, quand je suis dans une situation difficile, je blâme absolument personne. Ça, c'est un peu quelque chose qu'on fait toujours, nous blâmer les autres. Blâmer les autres. Je blâme absolument personne. Comme ce monsieur qui avait décidé de m'emmener en Afrique, de repartir en Afrique. Je ne vais pas blâmer ce monsieur.
Parce que derrière sa vision, il y avait quelque chose que je n'ai pas perçu au début. Donc, tout ce qui nous arrive, et puis ce que j'ai appris dans la philosophie bouddhiste, c'est que il n'y a pas de hasard. Le hasard n'est pas là, n'existe pas pour moi. Donc, quand ça arrive, il y a une façon de surmonter tout ça. Et c'est ça m'aide à vivre aujourd'hui. Tu fais beaucoup de méditation. Tu fais aussi des séances de méditation. Tu es professeur de méditation. Puis pendant ton parcours, même dans ton parcours sportif, tu faisais beaucoup de méditation. Tu en parles dans ton livre de l'importance que ça... Pour toi, c'est quoi la méditation? C'est quoi ça t'apporte? La méditation, pour juste résumer rapidement, il y a plusieurs définitions de la méditation. Mais la méditation, c'est retrouver sa propre nature, retrouver son soi intérieur, qu'on oublie très, très souvent. Et moi, quand j'étais sportif, j'ai beaucoup voyagé. La méditation, je ne suis pas arrivé par hasard. Après mon accident de voiture, j'ai perdu 2 amis. Oui. Ça a été très difficile pour moi. Puis je m'étais posé la question, mais pourquoi ils sont partis et moi, je suis resté? Wow, ouais. C'était c'était dur, là, au départ. Donc, je vivais ma vie, mais de temps en temps, ça revenait. C'était devenu comme un engramme dans ma tête. Je disais, ils sont partis là, pourquoi? Et quand je suis arrivé au Japon en 95, c'est là que j'ai découvert la méditation. Au Japon, j'ai rencontré une personne qui était formidable, qui m'a dit, si tu veux avoir des réponses à tes questions, viens, je t'amène quelque part et tu vas comprendre. Et je suis allé dans un endroit, c'était le bouddhisme zen à l'époque. Donc c'était la philosophie zen. Et là, j'ai compris que si on est là, c'est parce qu'on n'est pas encore prêt à partir. C'est ça. On n'était pas prêt à partir. Donc, pour pouvoir travailler sur soi, il fallait être dans le silence et dans le calme. Toujours dans le silence et dans le calme. Parce qu'on ne peut pas régler un problème lorsqu'on a l'esprit agité. Okay. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et puis, je me suis dit, voyons donc, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois qu'on veut résoudre un problème et quand on a un esprit agité, on fait des erreurs. Oui. Donc, il faut toujours se calmer, toujours. Être dans le calme, dans le silence. Mais pour pouvoir faire ça, il faut s'entraîner aussi. Ça devient un entraînement mental. Donc, c'est là que vient la méditation. Donc, la méditation, c'est quoi? Je disais souvent à mes filles, quand elles me posaient la question, c'est quoi la méditation? C'est là, je leur dis, vous savez, mes cocottes, quand vous utilisez votre téléphone portable toute la journée, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais on n'a plus de batterie. À un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Il faut recharger le téléphone. Si vous ne rechargez pas votre téléphone, vous ne pourrez pas utiliser votre Instagram, vous ne pourrez pas utiliser votre Facebook, etc., etc. Donc, vous avez besoin de recharger votre portable. Nous, êtres humains aussi, on a besoin de se recharger en énergie positive. Donc, le fait de faire de la méditation, on va se recharger. Donc, on va baisser la pression de notre cerveau, notre cerveau qui est toujours relié à notre esprit, évidemment. On va baisser notre pression du cerveau. Donc, on va se retrouver dans une zone qu'on appelle la zone alpha, de non-trouble. Et en ce moment-là, on va donner de la force à notre système immunitaire, notre système nerveux. Et puis, on va avoir un champ de conscience beaucoup plus large que d'avoir le champ de conscience beaucoup plus étroit. Donc, la vie de tous les jours, c'est ce qui se passe, c'est qu'on est tout le temps en train de courir de gauche à droite, tout le temps voulant faire des choses encore et encore, encore et encore. Et quand on n'obtient pas ce qu'on veut, on est frustré. On est frustré. Donc, on peut obtenir ce qu'on veut, mais il faut le faire vraiment positivement. Mais en faisant de la méditation, on va permettre à notre esprit, à notre cerveau de baisser en pression et d'avoir un champ de conscience beaucoup plus large. Et là, l'intuition va arriver, les réponses vont arriver, la créativité va arriver. Et là, on fait des choses formidables. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter, Amédo, en terminant? Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Mais de continuer à être présent pour les autres, pour moi, pour les autres. Et puis aussi, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment que ce monde-là puisse être aller dans un monde meilleur. Okay. Parce que tout va tellement vite qu'on oublie même l'essence même de l'homme. Oui. L'essence même de l'homme. Et ça doit être primordial. Donc l'éducation, c'est mettre l'homme au centre de tout, mais pas le matériel au centre de tout. Voilà. De l'avant. Merci beaucoup, Amédo. Namaste.